Me voici enfin arrivé à cette insurrection de juin, la plus grande et la plus singulière qui ait eu lieu dans notre histoire, et peut-être dans aucune autre. La plus grande car, pendant 4 jours, plus de 100 000 hommes y furent engagés et il y périt 5 généraux. La plus singulière car les insurgés y combattirent sans cri de guerre, sans chef, sans drapeau, et pourtant avec un ensemble merveilleux et une expérience militaire qui étonna les plus vieux officiers. Ce qui la distingua encore parmi tous les événements de ce genre, qui se sont succédés depuis 60 ans parmi nous, c'est qu'elle n'eut pas pour but de changer la forme du gouvernement, mais d'altérer l'ordre de la société. Elle ne fut pas, à vrai dire, une lutte politique, dans le sens que nous avions donné jusque-là à ce mot, mais un combat de classe, une sorte de guerre servile. Elle caractérisa la Révolution de février, quant aux faits, de même que les théories socialistes avaient caractérisé celle-ci, quant aux idées, ou plutôt elle sortit naturellement de ces idées, comme le fils de la mère, et on ne doit y voir qu'un effort brutal et aveugle, mais puissant des ouvriers pour échapper aux nécessités de leurs conditions, qu'elle leur avait dépeintes comme une oppression illégitime, et pour s'ouvrir, par le fer, un chemin vers ce bien-être imaginaire qu'on leur avait montré de loin comme un droit. C'est ce mélange de désirs cupides et de théories fausses qui rendit cette insurrection si formidable après l'avoir vue naître. On avait assuré à ces pauvres gens que le bien des riches était en quelque sorte le produit d'un vol fait à eux-mêmes. On leur avait assuré que l'inégalité des fortunes était aussi contraire à la morale et à la société qu'à la nature. Les besoins et les passions aidant, beaucoup l'avaient cru. Cette notion obscure et erronée du droit, qui se mêlait à la force brutale, communiqua à celle-ci une énergie, une ténacité et une puissance qu'elle n'aurait jamais eue seule. Il faut remarquer encore que cette insurrection terrible ne fut pas l'entreprise d'un certain nombre de conspirateurs, mais le soulèvement de toute une population contre une autre. Les femmes y prirent autant de part que les hommes. Tandis que les premiers combattaient, les autres préparaient et apportaient les munitions. Et quand on dut enfin se rendre, elles furent les dernières à s'y résoudre. On sait que ce fut la dispersion des ateliers nationaux qui furent l'occasion du soulèvement. N'osant licencier d'un seul coup cette milice redoutable, on avait essayé de la disperser en envoyant dans les départements une partie des ouvriers qui la composaient. Ceux-ci refusèrent de partir. Le 22 juin, ils parcoururent Paris en grande bande. Ils chantaient en cadence et d'un ton monotone. On ne partira pas, on ne partira pas. Des députations d'entre eux vinrent faire des sommations hautaines aux membres de la commission du pouvoir exécutif. Et ayant éprouvé un refus, se retirèrent en annonçant que le lendemain, on aurait recours aux armes. Le 23, comme je me rendais à l'Assemblée, avant l'heure ordinaire, je vis un grand nombre d'omnibus réunis autour de la Madeleine. Cela m'apprit qu'on commençait à élever des barricades dans les rues. C'est ce qui me fut confirmé à mon arrivée au palais. Cependant, on doutait encore qu'il s'agit d'une prise d'armes sérieuse. Je résolus d'aller m'assurer par moi-même de l'état des choses, et avec Corcelles, je me rendis aux environs de l'hôtel de ville. Dans toutes les petites rues qui avoisinent ce monument, je trouvai le peuple occupé à établir des barricades. Il procédait à ce travail avec l'habileté et la régularité d'un ingénieur, ne débavant que ce qu'il fallait pour fonder, à l'aide de pierres carrées, qui se procuraient ainsi, un mur épais, très solide et même assez propre, dans lequel il avait soin d'ordinaire de laisser une petite ouverture le long des maisons afin qu'on pût circuler. Impatients de nous renseigner au plus vite sur l'état de la ville, nous convînmes, Corcelles et moi, de nous séparer. Il alla d'un côté et moi de l'autre, son excursion faillit lui mal tourner. Il m'a raconté depuis qu'après avoir franchi d'abord sans encombre plusieurs barricades à moitié construites, à la dernière, on l'arrêta. Les hommes du peuple, qui élevaient celle-ci, voyant un beau monsieur en habit noir et au linge très blanc, parcourir doucement les rues sales des environs de l'hôtel de ville, et s'arrêter devant eux d'un air placide et curieux, imaginèrent de tirer parti de cet observateur suspect. Ils lui demandèrent son nom. Ils lui demandèrent, au nom de la fraternité, de les aider dans leur ouvrage. Corcelles était brave comme César. Il jugea avec raison que, dans cette circonstance, il n'y avait rien de mieux à faire que de céder sans bruit. Le voilà donc remuant les pavés et les posant les plus proprement possible, les uns sur les autres. Sa maladresse naturelle et ses distractions vinrent heureusement à son aide. On le congédia aussitôt comme un ouvrier inutile. Il ne me survint aucune aventure semblable. Je parcourus les rues du quartier Saint-Martin et Saint-Denis, sans rencontrer pour ainsi dire de barricades, mais l'agitation y était extraordinaire. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.